L'Europe ne se prépare pas à la guerre, elle se prépare à une guerre totale. La Suède recrute des civils âgés de 16 à 70 ans. La France distribue des guides de survie nucléaire. La Lituanie entraîne actuellement ses citoyens à résister à une éventuelle occupation. Et ce n'est pas que de la théorie. L'accumulation d'armes, l'explosion des budgets de défense, les anciennes alliances changent rapidement. La menace, pas de secret, c'est la Russie. Si la guerre s'élargit, l'Europe veut être préparée. Alors, à quel point la menace est-elle sérieuse et cette nouvelle Europe prête à la guerre sera-t-elle capable de l'arrêter? Décortiquons cela, commençons par la menace derrière toute cette panique, les stocks, les dépenses militaires, les guides de survie. La menace a un drapeau, celui de la Russie. Mais voici le rebondissement. Le problème concerne non seulement la menace russe, mais aussi la mauvaise préparation de l'Europe pendant trop longtemps. Pendant des décennies, l'Europe a connu la paix, et pendant cette paix, elle a baissé sa garde. Les budgets militaires ont diminué, la conscription a pris fin, la dissuasion est devenue démodée. Mais ensuite, 2022 est arrivé. La Russie a envahi l'Ukraine le 24 février, et a ramené la guerre de haute intensité sur le continent européen pour la première fois depuis 1945. Depuis lors, tout a changé. La Russie consacre maintenant 40% de son budget fédéral à la défense, soit jusqu'à 6% du produit intérieur brut du pays. Une économie de guerre totale. Tanks, missiles, usines high-tech tournent 24/7 en 2025. On s'attend à ce que la Russie dépense plus que tous les pays de l'Union européenne réunis, une fois ajustés pour le pouvoir d'achat. Laissez cela vous imprégner. La guerre en Ukraine n'est pas une guerre locale et ne l'a jamais été. Si la Russie réussit, elle ne s'arrêtera pas là. La Moldavie, la Pologne, les pays baltes et la Biélorussie, où la Russie a déjà des armes nucléaires, observent tous la situation. Oui, la menace de la Russie est aussi nucléaire, et elle est déjà à la porte de l'Europe. Le pire, c'est que la Russie n'agit pas seule. Elle est soutenue par l'Iran, appuyée par la Corée du Nord, étroitement liée à la Chine. Les régimes autoritaires resserrent leur emprise, se militarisent rapidement et coordonnent sur tous les fronts, cyberespace, désinformation et même migration. Pendant ce temps, les États-Unis, le filet de sécurité traditionnel de l'Europe, se retirent. Washington est clair, l'Europe doit se mobiliser et prendre soin de son propre jardin. Et laissez-nous vous dire que l'Europe a reçu le message haut et fort. Rejoignez le plan de réarmement européen, officiellement appelé Préparation 2030. Officieusement, le plan Ne pas déranger l'Europe circule. Le continent a fini de rattraper son retard. Préparation 2030 est la poussée militaire la plus ambitieuse que l'Union européenne a lancée depuis des décennies. C'est une réponse directe aux menaces croissantes à sa porte et à la prise de conscience que l'ère de la dépendance à la protection américaine touche à sa fin. Au cœur de ce plan, il y a une chose: préparer l'Europe à la guerre financièrement, industriellement et stratégiquement d'ici à 2030. L'Europe prévoit d'atteindre cet objectif en mobilisant jusqu'à 880 milliards de dollars en investissement de défense, en débloquant des fonds publics nationaux et en mobilisant des capitaux privés. Lancement d'un nouvel outil puissant, plan d'action de sécurité pour l'Europe. Le plan d'action de sécurité pour l'Europe. Un programme de prêt soutenu par l'Union européenne de 165 milliards de dollars pour des achats de défense urgents. Promouvoir les achats conjoints d'armes et d'équipements militaires pour réduire les coûts, assurer l'interopérabilité et stimuler la production de défense du continent. Renforcer l'infrastructure de défense de l'Union européenne, dont les satellites et réseaux de mobilité à double usage. Réduire la dépendance envers les fournisseurs non européens, acheter plus européen et créer une demande stable pour les industries de défense locales. Plus important encore, construire une dissuasion crédible pour prévenir une future guerre plutôt que d'y réagir. En somme, il s'agit de bâtir une Europe qui prend enfin sa défense au sérieux. Mais qui veut du résumé quand tant se déroule en coulisses? Alors détaillons. Comment l'Europe se prépare-t-elle concrètement à la guerre? De nombreuses réponses se trouvent dans le livre blanc pour la préparation à la défense européenne de 2030. Ce plan détaille comment l'Europe compte combler ses lacunes en termes de capacité militaire, allant au-delà d'un simple document politique. Hausser le budget de la défense et se préparer sérieusement à long terme. Le facteur le plus important en guerre est l'argent, car les ressources sont essentielles. Après des années de sous-investissement, l'Europe investit enfin où elle le prétend. Soyons clairs, le continent ne se contente pas de jeter des miettes, ici. Le plan de réarmement de l'Europe est l'un des plus grands plans d'investissement militaire de l'histoire, et il vaut une somme stupéfiante de 880 milliards de dollars. Mais, faites-nous confiance, ce chiffre stupéfiant est plus que justifié. Vous voyez, les dépenses de défense en Europe ont augmenté de plus de 31% depuis 2021, atteignant 360 milliards de dollars en 2024.
Malgré cette hausse, les dépenses militaires européennes demeurent nettement inférieures à celles des États-Unis, de la Russie et de la Chine. Il est donc temps d'avoir de grandes ambitions. Mais d'où vient tout cet argent ? 50. Union européenne utilise une échappatoire financière, la clause d'échappatoire nationale du pacte de stabilité et de croissance. C'est une façon élégante de dire que nous vous donnons le feu vert pour dépasser vos limites budgétaires en matière de dépenses de défense. Et à la suite de ce feu vert, les États membres de l'Union européenne pourraient augmenter leurs dépenses de défense jusqu'à 1,5% du produit intérieur brut au cours des 4 prochaines années. C'est de là que proviennent les 880 milliards de dollars supplémentaires pour renforcer la défense européenne. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce chiffre ahurissant pourrait n'être que le début. Nous avons aussi évoqué un supplément de 165 milliards de dollars. 50. Union européenne crée un nouvel instrument financier, plan d'action de sécurité pour l'Europe, pour diriger les fonds vers la défense. C'est principalement une vaste cagnotte pour les dépenses militaires, où l'Union européenne fournira jusqu'à 165 milliards de prêts aux États membres pour acheter des armes et stimuler leurs industries de défense. Cette initiative aidera les achats militaires de l'Europe à être moins chers, plus rapides et plus interopérables entre les pays. Il y a aussi la Banque européenne d'investissement. Banque européenne d'investissement. La Banque européenne d'investissement double son investissement annuel à 2 milliards 200 millions, se concentrant sur des projets de défense de haute technologie tels que les drones, la cybersécurité et les technologies quantiques. Le secteur privé est également impliqué. Les banques et entreprises européennes sont incitées à investir massivement dans la défense, avec des outils comme l'Union de l'épargne et de l'investissement, pour réduire les risques et canaliser plus de fonds privés dans les projets de défense. N'oublions pas les grandes initiatives individuelles des pays européens dans le domaine de la défense, comme celle de l'Allemagne par exemple. En 2022, le chancelier Olaf Scholz a fait sensation en promettant d'investir 110 milliards de dollars pour moderniser la Bundeswehr, les forces armées de l'Allemagne après l'invasion russe en Ukraine. En 2025, le futur chancelier Friedrich Merz a considérablement surpassé son prédécesseur. Il a fait qu'adopter par l'Allemagne le plus grand projet de dépense, débloquant potentiellement 1 billion de dollars pour la défense sur 10 ans. L'Allemagne a réalisé un exploit remarquable d'1 billion d'euros en démantelant les restrictions constitutionnelles sur l'emprunt, permettant au gouvernement de débloquer 1% de produit intérieur brut supplémentaire. Pour la défense, l'Europe semble rendre une chose parfaitement claire. Rien ne va l'empêcher de se protéger. Mais en quoi consiste exactement cette protection ? Ou en d'autres termes, où va tout cet argent de la défense ? Comme l'explique le livre blanc, l'Europe accumule de l'argent pour combler certaines lacunes sérieuses en matière de défense, et non juste pour le plaisir. Actuellement, les lacunes sont si grandes qu'un char pourrait y passer. C'est problématique face à un paysage géopolitique de plus en plus risqué. Voyons comment ces milliards peuvent combler les lacunes de la défense européenne. Premièrement, la défense aérienne et antimissile. Pour combler cette lacune, l'Europe nécessite un système multicouche de défense aérienne et antimissile pouvant neutraliser les missiles de croisière, les menaces hypersoniques et tout ce qui se trouve entre les deux. Autrement dit, l'Europe doit exceller dans l'art d'attraper des choses avant même qu'elles ne réalisent qu'elles sont attrapées. Deuxièmement, l'Europe doit améliorer ses systèmes d'artillerie pour augmenter sa portée de tir à longue distance. Pensez grand, comme de l'artillerie avancée et des missiles à longue portée, capables de frapper profondément derrière les lignes ennemies avec une incroyable précision. Quand la crise frappera, l'artillerie de l'Europe sera non seulement dissuasive, mais aussi un vecteur de changement. Numéro 3. Munitions et missiles. C'est simple, l'Europe a besoin d'un stock stratégique, beaucoup de munitions et de missiles prêts à partir. L'Europe cherche à éviter une pénurie de munitions au cœur des combats. Avec une initiative appelée Plan Munitions 2, Point Zéro Europe vise à garantir que la capacité de production est renforcée pour maintenir ses stocks au maximum et toujours en mouvement. 4 drones et technologies anti-drones. L'avenir de la guerre se joue dans le ciel avec ces appareils. Ces systèmes sans pilote ne sont pas uniquement aériens, ils peuvent aussi plonger sous l'eau ou se déplacer rapidement sur le champ de bataille, contrôlés à distance ou de manière autonome. L'Europe a grand besoin de drones, non seulement pour son propre usage, mais aussi pour pouvoir neutraliser les drones ennemis. L'objectif est de développer une conscience globale du champ de bataille, et de neutraliser les menaces à distance. 5. Mobilité militaire. Avez-vous déjà essayé de vous déplacer rapidement à travers l'Europe ? Pas facile, n'est-ce pas ? Imaginez cela avec des chars et des troupes à la remorque. Il pourrait être temps pour une autre suite de missions impossibles. L'Europe bâtit un réseau de transport hautement efficace à l'échelle de l'Union européenne, permettant un déplacement rapide des troupes et du matériel à travers le continent et les pays partenaires en cas de besoin.
un système autoroutier suralimenté. Sixièmement, l'intelligence artificielle, le cyberespace et la guerre électronique. Bienvenue sur le champ de bataille nouvelle génération. L'Europe cherche à maintenir le contrôle du spectre électromagnétique en empêchant l'ennemi de brouiller les signaux ou d'interférer avec les systèmes. De plus, les capacités cybernétiques offensives sont un élément clé de la stratégie. En résumé, l'Europe doit être prête à riposter si ses réseaux sont menacés de violation. La cybersécurité, c'est désormais la première ligne de défense, plus une simple réflexion après coup. Enfin, les facilitateurs stratégiques et la protection des infrastructures critiques. Pour un déroulement sans accroc, l'Europe investit dans des outils de haute technologie comme des avions de ravitaillement en vol, des systèmes de surveillance et des réseaux de renseignement. Ce sont les héros de l'ombre qui font fonctionner tout le reste, de la sécurisation de l'espace au ravitaillement en cours de route. Visiblement, l'Europe se prépare à une défense totale, ne laissant aucune faille exploitable. Le continent construit une défense prête à tout moment, n'importe où. Et ce type de défense ne peut être qu'une chose, la défense collective. Les 27 États membres de l'Union européenne et l'Ukraine renforcent leur coopération pour former un front uni face aux défis sécuritaires grandissants. Cela va au-delà de la mise en commun des ressources. Il s'agit surtout de collaborer pour combler les lacunes critiques en matière de capacités qui ne peuvent plus être ignorées. L'achat collaboratif est devenu indispensable. En s'unissant pour acquérir des équipements de défense essentiels tels que munitions, missiles et drones, les pays peuvent diminuer les coûts, optimiser la production et assurer l'interopérabilité des forces. Cette stratégie assurera aussi que l'industrie de défense européenne puisse augmenter sa production pour répondre à la demande croissante en équipements et technologies militaires. Le marché de la défense de l'Union européenne a été historiquement trop fragmenté, avec de nombreux acteurs nationaux se concentrant principalement sur les marchés domestiques. Cela entrave évidemment la capacité à répondre aux besoins des armées du continent. En réponse, l'Union européenne a initié une stratégie globale pour unir son industrie de défense, soulignant la nécessité d'augmenter les investissements dans la fabrication européenne et de réduire les dépendances envers les fournisseurs non Union européenne. D'ici 2026, la révision de la directive de l'Union européenne sur les marchés de défense devrait introduire une clause de préférence européenne, orientant les politiques d'achat vers le renforcement de la base industrielle de défense locale. L'infrastructure de défense européenne actuelle peut absolument soutenir cela. Les entreprises de défense européennes peuvent augmenter et créer de nouvelles lignes de production pour répondre à la forte hausse de la demande en équipement militaire. Un exemple parfait de cet effort est l'investissement de 2,5 milliards de dollars de la société britannique BAE Systems pour augmenter la capacité de production de ses véhicules blindés, dont le véhicule de combat. 90 ou 120, 80 sti. De même, Rheinmetall, d'Allemagne, accélère sa production d'obus d'artillerie, visant 1 million d'obus annuels d'ici 2027. Cette rapide expansion de la production se produit sur plusieurs sites, y compris en Hongrie et en Ukraine, où l'entreprise produit déjà des chars de combat principaux. Cette hausse de production reflète la stratégie européenne d'augmenter le volume et de diversifier les sources d'approvisionnement dans l'Union européenne, pour réduire les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement de la défense. Thales, acteur majeur en France, s'est concentré sur la réduction de la dépendance européenne envers les États-Unis pour le renseignement spatial. Avec seulement 49 satellites militaires des membres européens de l'OTAN, contre 246 pour les États-Unis, l'écart est considérable. Thales contribue à réduire cet écart, car les systèmes spatiaux sont de plus en plus essentiels aux opérations de défense, offrant des capacités de renseignement, de surveillance et de communication. Il y a aussi Leonardo en Italie, Saab en Suède, Airbus et bien d'autres encore. Chacune de ces entreprises s'efforce de faire face directement à la menace russe, et elles unissent également leurs forces. Ils partagent leur expertise, leurs ressources et leurs technologies pour augmenter la production à un rythme sans précédent, créant un complexe militaro-industriel uni, capable de rivaliser avec les meilleurs au monde. Cette mutualisation des ressources de défense soulève une question cruciale. Sommes-nous à l'aube d'une armée européenne unifiée ? En effet, une force militaire unifiée accélérerait la prise de décision, améliorerait la coordination et renforcerait la réponse face à la Russie. Hélas, une armée européenne n'est pas pour bientôt. Le concept remonte à 1950 quand la France a proposé une communauté de défense européenne pour une force unifiée avec des ressources partagées. Cette idée a failli se concrétiser au début des années 1950, mais a échoué quand la France a refusé de ratifier le traité en 1954. Au fil du temps, l'OTAN est devenu le principal mécanisme de défense européen, chaque pays gardant le contrôle de son armée. La création d'une armée européenne unifiée est actuellement politiquement impossible.
Chaque pays de l'Union européenne a ses traditions militaires et une fierté nationale profonde, rendant peu probable une force unifiée. De plus, le coût de la consolidation et de la standardisation des actifs militaires, tels que l'approvisionnement et la formation, serait astronomique. Une approche plus réaliste consiste à améliorer la coopération. 50. Union européenne se concentre sur le partage d'actifs stratégiques, comme les flottes de transport et le renseignement par satellite. En d'autres termes, les pays peuvent ainsi partager des ressources, sans démanteler les forces nationales. Bien qu'une armée européenne reste un rêve lointain, des mesures pragmatiques comme un marché unique de la défense et l'amélioration de l'interopérabilité des forces sont la voie à suivre. L'Europe doit rester unie face à la menace russe, mais aura-t-elle assez de soldats pour la contrer? C'est une autre question majeure. Selon diverses estimations, l'Europe a besoin d'environ 300 000 soldats pour dissuader efficacement la Russie. Le continent y travaille assurément. Surtout si elle est forcée d'opérer sans compter lourdement sur les États-Unis. Les États-Unis ont environ 100 000 troupes stationnées en Europe, mais ce nombre pourrait bientôt diminuer. Selon des rapports, le Pentagone considère une proposition de retrait de jusqu'à 10 000 troupes de l'Europe de l'Est, transférant une plus grande partie du fardeau sur les forces européennes. C'est pourquoi 300 000 est considéré comme le nouveau point de référence, un objectif que l'Europe pourrait devoir atteindre seule. C'est aussi le chiffre que l'Institut de Kiel, un think tank allemand réputé, propose quand il évoque comment l'Europe pourrait allouer les 880 milliards de dollars pour la défense. Le think tank appelle à mobiliser 300 000 soldats supplémentaires et à les organiser en 50 brigades à déploiement rapide. L'Europe rassemblant 300 000 soldats pour contrer la menace russe est une tâche redoutable, mais pas totalement hors de portée. La puissance militaire européenne a fortement diminué depuis la fin de la guerre froide. Des pays comme la France ont aboli la conscription et réduit leurs forces armées de l'ordre de 40%. Toutefois, il y a une lueur d'espoir. 50. Union européenne compte une population massive d'environ 450 millions d'habitants, bien plus que les 144 millions de la Russie. Le continent a le potentiel de générer la main-d'œuvre nécessaire avec une volonté politique. La Pologne est un pays qui relève déjà le défi. Malgré le fait qu'elle possède déjà la plus grande armée de l'Union européenne avec 216 000 soldats, Varsovie investit des milliards pour augmenter ses forces. L'objectif final est d'avoir un demi-million de soldats. Cependant, le premier jalon est de former 100 000 personnes d'ici 2026. La Pologne dépense déjà 4,7% de son produit intérieur brut en défense, le plus élevé de l'OTAN en termes de pourcentage du produit intérieur brut. Le pays réussira sans aucun doute cette expansion avec succès. Voyons où nous en sommes. L'Europe a pris en charge le financement, les armes, les troupes, la formation, la logistique, le renseignement et la cybersécurité pour se préparer à la guerre. C'est tout? La liste est-elle complète? Eh bien, pas tout à fait. Il nous reste à discuter de l'infrastructure, en particulier celle liée à la défense physique. La Russie partage une frontière terrestre avec de nombreux pays européens. En cas de guerre totale, Moscou pourrait frapper rapidement et directement grâce à cela. Les pays en danger immédiat sont la Finlande, avec une frontière terrestre de 800 miles, et la Lettonie avec une 240 miles EU. La Lituanie avec une frontière de 165 miles, la Pologne avec une frontière de 124 miles. La Norvège avec une frontière de 122 miles et l'Estonie avec une frontière de 183 miles. Compte tenu de ces frontières étendues, il n'est pas étonnant que la plupart des pays de cette liste prennent déjà des mesures pour les protéger. Une fois de plus, la Pologne montre la voie avec son programme East Shield, qui vise à fortifier sa frontière orientale et devient rapidement la pièce maîtresse de sa stratégie défensive. Avec un budget de plus de 2,5 milliards de dollars, ce plan ambitieux vise à transformer le flanc est du pays en une forteresse. Comme l'a dit le Premier ministre polonais Donald Tusk lors d'un exercice récent, tous ces milliards dépensés et systèmes mis en place sont là pour un seul but, que aucun adversaire n'ose nous attaquer. Par adversaire, Tusk entend bien sûr la Russie. Le programme vise à établir une défense multicouche qui entrave les forces russes, tout en assurant une mobilité rapide aux troupes polonaises. Attendez-vous à voir un mélange de fortifications traditionnelles comme les bunkers et les points forts, aux côtés de technologies de pointe telles que les systèmes anti-drones, la surveillance high-tech et les réseaux de communication avancés. Les pays baltes réagissent également. Les capitales de certains États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie, se trouvent à moins de 100 km de la frontière russo-biélorusse. Compte tenu de cette proximité et de cette profondeur défensive limitée, ces États ont intensifié leurs efforts de défense en prévision de tout conflit potentiel. L'Estonie a construit plus de 600 bunkers positions de combat et obstacles en dents de dragon à sa frontière avec la Russie.
La Lettonie et la Lituanie renforcent leur défense, collaborant avec la Pologne et l'OTAN, pour créer un système de défense unifié et multicouche. Cependant, l'idée principale derrière ces mesures défensives n'est pas nécessairement d'arrêter une attaque immédiatement, mais au moins de la façonner. Cela permettrait aux nations défendantes de repousser l'ennemi jusqu'à l'arrivée des renforts de l'OTAN pour contre-attaquer. Un seul point reste sur la liste de contrôle de l'état de préparation de l'Europe pour 2030, la guerre nucléaire. La Russie détient le plus grand arsenal nucléaire mondial, avec 5580 ogives. Il est de notoriété publique que le président Vladimir Poutine a menacé à plusieurs reprises d'utiliser potentiellement ces armes dans ses discours. Poutine remet en question le rôle de l'OTAN pour la sécurité en Europe. Face à cette menace, comment l'Europe peut-elle se préparer ? Le chemin de l'Europe vers la protection nucléaire dépend principalement de sa relation avec les États-Unis. À savoir, les États-Unis ont environ 100 bombes à gravité B-61, déployées sur 6 bases dans 5 pays européens, Italie, Allemagne, Belgique, les États-Unis et la Turquie. Ces bombes font partie de l'accord de partage nucléaire de l'OTAN, dans lequel les États-Unis fournissent ces armes à leurs alliés de l'OTAN pour une utilisation potentielle. Si les États-Unis refusaient de consentir à l'utilisation des bombes nucléaires, l'Europe devrait chercher d'autres sources de dissuasion nucléaire. En Europe, seule la France et le Royaume-Uni pourraient être source de cette dissuasion. Le Royaume-Uni maintient un nombre fixe de têtes nucléaires, 225, avec 120 opérationnellement disponibles sur 48 missiles balistiques lancés par sous-marins sur ces sous-marins de classe Vanguard équipés de tridents. La France possède environ 290 ogives nucléaires. Plus important encore, son arsenal est totalement indépendant. Le pays conçoit, produit et contrôle ses propres armes nucléaires. Cependant, le Royaume-Uni collabore de près avec les États-Unis dans le nucléaire. Cette indépendance a permis à la France de chercher des moyens d'étendre son parapluie nucléaire, offrant une protection à davantage de pays européens. En résumé, la France utiliserait sa propre dissuasion nucléaire pour défendre l'Europe en cas d'attaque. La Pologne s'est déjà montrée ouverte à cette idée, la voyant comme cruciale pour sa propre défense. Bien que les pays européens restent dépassés par l'arsenal massif de la Russie, il est rassurant de savoir qu'ils ne sont pas sans défense dans ce domaine crucial. L'Europe prend des mesures décisives, de la constitution de son trésor de guerre à la construction de fortifications, pour se protéger dans un paysage de sécurité en rapide évolution. Mais face à la puissante armée russe, une question persiste. Ces mesures suffisent-elles pour garantir une paix durable ? Et si une guerre totale est sur le point d'éclater, quand voyez-vous cela se produire ? Êtes-vous d'accord avec les récentes évaluations du renseignement allemand, qui suggèrent que l'Europe pourrait avoir jusqu'à 2029 au plus tard pour se préparer ? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous.